va passer maintenant à la première table ronde. Merci. La première table ronde, libérons le réseau avec Franck Dersin, Mathieu Chabanel, Alexandre Gallo et Rémi Crochet que vous entendrez au cours de cette table ronde. Je vous invite donc à me rejoindre tous les trois. Bonjour à tous, bienvenue Mathieu Chabanel, vous êtes président directeur général de SNCF Réseau, Franck Dersin, sénateur Horizon du Nord, et Alexandre Gallo, qu'on ne présente plus, président de l'AFRA et président directeur général de DB Cargo France. Je le disais, vous entendrez Rémi Crochet, qui est président du groupement national des transports combinés et président directeur général de Froidcombi. Nous accueillons aussi Christian Bernard, le directeur technique ferroviaire de l'AFRA, qui va nous présenter, je vous le disais en préambule, l'Observatoire du réseau et des infrastructures ferroviaires initié par l'AFRA et surtout les premiers résultats. Christian Bernard, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors effectivement, en quelques minutes, je viens vous parler de cet observatoire du réseau et des infrastructures ferroviaires que lance l'AFRA, que je suis heureux de vous présenter rapidement ce jour. Son objectif, recenser et mesurer tous les événements en circulation en lien avec l'infrastructure et son environnement, au sens environnement, par exemple les intempéries ou les actes de malveillance, qui impactent les membres de l'AFRA. Le périmètre sur lequel on a choisi de faire ces observations, pour l'instant, est sur le fret, donc à peu près 110 000 circulations annuelles, pour vous donner un ordre d'idée, et on est sur 50% de l'activité fret, donc c'est suffisamment représentatif de façon agrégée. Notre objectif, identifier les problématiques récurrentes et critiques, et ce qui est critique, c'est les problématiques. Évidemment, l'AFRA va être constructif avec cet observatoire. L'intérêt, disposer d'un baromètre indépendant du gestionnaire d'infrastructure. Donc, effectivement, M. Chabanel, c'est bien un observatoire qui ne vient pas substituer un dialogue technique qui fonctionne et qui est nécessaire aujourd'hui. C'est bien une vision des opérateurs. Et donc, on a sélectionné, sur les lieux de diapositives que vous verrez par la suite, des éléments qui nous sont remontés par nos adhérents. Les incidences des incidents sur le réseau, on pourrait les catégoriser de deux façons, les suppressions de trains et puis les pertes de temps en ligne. Donc, on a une première diapositive sur les non-circulations, les suppressions de trains. On a voulu tester notre observatoire sur un événement, j'allais dire, emblématique, qui sont les mouvements sociaux de 2023. Donc, le périmètre, c'est le premier trimestre 2023. Vous avez une courbe très simple, avec en référence l'année 2022 en très clair, et en très plein l'année 2024. On est uniquement sur les jours de semaine hors jours fériés pour éviter les points bas de week-end. Et évidemment, vous pouvez constater que lorsque les mouvements sociaux sont d'une forte intensité, on a un impact massif sur les circulations avec des points bas en dessous de 10%. Évidemment, malgré la mobilisation qu'on peut remarquer des équipes de réseau et des dispositifs. Malgré cette implication, évidemment, en fonction de l'intensité, on a des points très bas. On peut noter que les non-circulations, ce ne sont pas les seuls impacts des mouvements sociaux. On a aussi de la perte en ligne, de la perte de temps en ligne. Et ici, on a repris ce chiffre de 675 circulations au premier trimestre qui ont perdu 55 000 minutes de temps sur cet horizon de temps. Voilà pour les suppressions, et on a une troisième diapositive, comme on va relativement vite, sur les pertes de temps en ligne, cette fois. Le premier semestre 2024 est plutôt un semestre positif en termes de régularité, d'après les données de réseau. Au niveau des causes du gestion d'infrastructure, que ce soit interne ou externe, externe de nouveau, par exemple, les actes de malveillance, c'est relativement stable. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une nette amélioration du côté des opérateurs sur les pertes du temps en raison du gestionnaire d'infrastructure. On a souhaité mettre en lumière deux chiffres. Le premier, ce sont les trains avec un fort retard à l'arrivée. On a pris 3 heures, parce qu'évidemment, c'est des fortes incidences. On parle environ de 4 trains par jour. Et ce qu'on mesure ici, pour nous, c'est qu'environ 29% des trains qui arrivent avec plus de 3 heures de retard ont au moins 30 minutes de temps perdu, cause réseau interne et externe. Voilà le premier point qu'on voulait mettre en évidence. Et sur la deuxième partie, on parle de type d'incident. Donc là aussi, sélectionné en fonction de ce que peuvent nous remonter nos membres. Et on a mis en avant 3 chiffres.
Les pertes de temps, plus 17% sur les restitutions tardives travaux, donc des travaux planifiés dont la durée a pu excéder ce qui était planifié, pour faire très simple. Les incidents caténaires, donc sur l'alimentation électrique. Et puis, même si c'est moins important, les erreurs de direction, puisque pour d'autres raisons, c'est symbolique pour les entreprises ferroviaires. Autant de thématiques sur lesquelles on peut travailler à l'avenir pour donner plus de résilience au réseau. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Christian Bernard. Voilà, autant de thématiques dont nous allons parler à présent. Peut-être déjà, Mathieu Chabanel, une réaction à cet observatoire. Non, bah, la première réaction, c'est merci. Merci d'avoir monté cet observatoire. Bravo à Christian pour les travaux. Moi, je suis toujours favorable à ce qu'on ait un système ouvert. C'est le cas de le dire à l'AFRA. Et le système ouvert qu'il puisse nous permettre de nous aiguillonner. Parce que ça permet d'avoir des données qui ne soient pas produites que par SNCF Réseau. Et si je vous avais dit, pour commencer cette conférence, que quand il y a un retard de plus de 3 heures, dans 71% des cas, Réseau n'y est pour rien, je ne sais pas si vous m'auriez cru, mais c'est ce qu'a montré Christian. Donc, vous voyez que la donnée, la publicité de la donnée, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Et moi, je me réjouis de cet observatoire. C'est un bon aiguillon. Hein. Naturellement, les 3 causes qui ont été présentées, c'est des causes qui augmentent. Il y a naturellement des causes qui diminuent, puisque, comme l'a dit Christian, on est sur une régularité du premier semestre qui est bonne. Mais ces 3 causes qui augmentent, c'est des vrais sujets qu'il faut qu'on adresse. C'est notamment le cas des restitutions tardives de travaux, sur lequel il y a des actions de SNCF Réseau. Et moi, je me réjouis qu'on nous interpelle sur ce sujet-là. Franck Dersin, une réaction à cette étude? Écoutez, le fret ferroviaire, moi, m'intéresse énormément parce que je préside les ports de Calais-Boulogne, je suis membre du conseil de surveillance du port de Dunkerque. Et c'est essentiel pour l'économie de ma région, les Hauts-de-France. Et je vois d'ailleurs que sur Calais, je dirais le ferroutage, on est à plus 17% d'augmentation. Et que il y a une ligne qui va même être doublée aujourd'hui. Je pense que c'est sur Calais-le-Boulou. Donc c'est un vrai enjeu. Alors, quand j'étais vice-président de la région chargée des transports, évidemment, je faisais toujours la gueule quand un train de fret tombait en panne, parce que ça arrive aussi, puisque c'est souvent le matin et ça bloque derrière tous les trains. Mais c'est un sujet essentiel en termes, le fret ferroviaire, en termes, je dirais, environnemental. J'ai une simple, je dirais, inquiétude. C'est que vu la demande qui arrive aujourd'hui de transport, de ferroutage, je crains très fortement que dans les années à venir, SNCF Réseau ne soit pas en capacité de nous fournir les sillons dont nous allons avoir besoin. Et là aussi, je nuance, je veux dire, si j'étais encore vice-président de la région chargée des transports et qu'on me disait tu donnes ton sillon pour ton train de voyageurs à un train de fret ferroviaire, évidemment, j'hésiterais beaucoup parce que le fret ferroviaire vote beaucoup moins que le voyageur, si vous voulez. Alexandre Gallo, sur la thématique Libérons le réseau que vous avez tenu à mettre en perspective. Le réseau, c'est aujourd'hui vraiment le maillon faible du transport ferroviaire? Je dirais que ça l'est toujours, parce que le réseau, pour nous, c'est finalement notre raison de vivre après le chargeur. Ça mobilise beaucoup de temps, ça mobilise beaucoup d'énergie. Ces indicateurs qui sont des indicateurs partagés, et puis on les a contrôlés ensemble avec les équipes de Mathieu pour être sûr qu'on ne raconte pas de bêtises non plus et qu'on a une vision partagée, parce que finalement c'est une réinterprétation d'un certain nombre de données qui sont partagées dans le cadre des COPER, et c'est important de pouvoir les maîtriser. Il est très clair qu'aujourd'hui, seule la performance du quotidien pourra nous permettre de fidéliser les clients et d'augmenter les parts de marché du ferroviaire. Mais ce qui me fait plus peur encore que la performance du quotidien, c'est l'allocation du futur.
C'est que autant on a beaucoup de... Et SNCF Réseau y travaille sur la performance du quotidien. On progresse trop lentement, mais on progresse. Mais c'est dans le cadre de la location future. Alors, hier, j'étais avec les équipes de la capacité de SNCF Réseau et l'équipe de Thomas Hernandez. On a en face de nous des gens qui sont extrêmement engagés, c'est des passionnés. Et puis, il y a entre 6 et 700 horaires chez SNCF Réseau, je crois à peu près 300 au siège et puis 300 en région. Ce sont des gens qui sont très engagés, mais ils ne peuvent faire qu'avec ce qu'ils ont. Et aujourd'hui, il manque cruellement d'outils, il manque d'outils informatiques, il manque de vision capacitaire sur un futur à 3 à 5 ans. Et devant l'étendue des travaux qui sont à faire, alors qui ne sont pas financés, on en parlera peut-être un petit peu après, mais, ou qui ne sont pas tous financés et pas forcément en voie de l'être, la vraie question c'est: qu'est-ce que nous allons avoir comme capacité pour pouvoir nous développer avec l'arrivée des services express métropolitains qui vont venir limiter notre capacité à venir traverser les grands nœuds urbains, très clairement. Qu'est-ce qui va nous rester comme capacité la nuit avec les travaux? Qu'est-ce qui va nous rester comme capacité la nuit avec l'arrivée d'un certain nombre d'opérateurs de train de nuit? Là, il y a de vraies interrogations. Pour rebondir sur ce que disait Alexandre Gallo, Mathieu Chabanel, comment garantir aux nouveaux entrants que la qualité du réseau ne soit pas un frein à leur développement sur le marché? Comment est-ce que vous accompagnez cette ouverture à la concurrence? Sur la qualité du réseau, il faut se dire les choses. Et là aussi, moi, j'aime que les données soient ouvertes et qu'on regarde les comparaisons européennes. Elles sont librement accessibles. Elles ne sont pas faites par SNCF Réseau, elles sont faites par la Commission européenne. Il y a une plateforme qui s'appelle Prime. Il y a des rapports de 150 pages qui sont publiés chaque année, comparant tous les gestionnaires d'infrastructures. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate qu'aujourd'hui, on a un réseau français dans lequel le besoin d'investissement est fort. Et l'investissement doit croître. C'est les perspectives qui ont été tracées en 2023, qui devront se traduire dans le contrat de performance de SNCF Réseau. Et cet investissement, il doit croître d'abord dans la modernisation, la remise en état du réseau dit structurant, du réseau principal, qui est le réseau qui accueille la majorité des trafics de fret, tout comme il accueille la majorité des trafics TER, la majorité des trafics longue distance. C'est ce réseau-là, le cœur du sujet pour les années à venir et pour offrir de la qualité de service aussi bien aux nouveaux entrants qu'à l'opérateur historique. Et si les investissements ne se matérialisent pas dans ce réseau-là, la qualité de service ne progressera pas et elle baissera. Aujourd'hui, en matière de ponctualité des trains de fret, quand on regarde la situation, on n'a pas à rougir dans le paysage européen. Elle est plutôt meilleure qu'en Allemagne ou qu'en Pologne ou qu'en Italie pour prendre des très grands réseaux. Mais elle est fragile et par ailleurs, il y a le sujet de l'allocation de la capacité. Puisque pour avoir un business qui marche, il faut à la fois des sillons, et donc ça c'est l'allocation de capacité, et ensuite des circulations de qualité, et ça c'est l'état du réseau. Sur l'allocation de capacité, moi je rejoins ce que disait Alexandre Gallo, on a besoin de visibilité, ce qui rejoint mon premier sujet. Quels vont être les investissements dans les années à venir? Comment vont-ils être financés, mis en place sur le réseau, de manière à ce qu'on puisse donner de la visibilité à nos clients? Ça c'est un enjeu qui est absolument essentiel. Ça va se traduire normalement dans le contrat de performance de SNCF Réseau qui nous permettra de savoir les volumes de travaux dans les années à venir. Dernier point, pour rebondir sur ce que disait Alexandre, on veille et on est attentif à l'équilibre entre les circulations fret et les circulations voyageurs. 2 exemples à ça. D'abord, le travail sur les plans d'exploitation de référence. C'est un terme un peu technique. Ça veut dire comment on programme la capacité à 5 ans ou à 10 ans et notamment comment on réserve de la capacité pour les trains de fret ou pour les trains de long parcours dans les nœuds ferroviaires où on sait que le développement du transport TER et notamment des services express régionaux métropolitains pourrait venir prendre l'ensemble de la capacité. Comment on réserve dans ces endroits-là de la capacité pour le transport ferroviaire de marchandises. Et puis, deuxièmement, des décisions concrètes. Aujourd'hui même se tient à Orléans une conférence de presse pour présenter les travaux qui vont avoir lieu entre Orléans et Étampes entre le mois d'août 2025 et le mois de février 2026. Ces travaux, on a choisi de les faire 2 jours, entre 9h30 et 17h30. C'est-à-dire qu'entre 9h30 et 17h30, il n'y aura pas de TER et pas d'Intercité qui pourront circuler entre Orléans et Paris. Et ça, on a choisi de le faire 2 jours parce que cet axe est un axe majeur pour les trains de fret, puisque c'est tout l'axe atlantique et l'axe du nord de l'Europe vers l'Espagne qui est ainsi préservé. Je peux vous dire que ça suscite quelques réactions localement. Voilà. Mais le gestionnaire d'infrastructure s'efforce
indépendamment des recettes rapportées par les trafics, de préserver cet équilibre entre les trains de fret et les trains de voyageurs. Alors, il y a un autre sujet sur lequel je voulais vous entendre. Dans cet avis qu'on évoquait tout à l'heure avec Thibaut Verger, rendu il y a un peu moins d'un an, l'autorité de la concurrence soulignait que l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure était un enjeu clé, l'ouverture à la concurrence. Alexandre Gallo, je crois que ça, c'est un des combats de l'AFRA. C'est une position de l'AFRA qui est claire, qui est de dire nous avons besoin d'un gestionnaire d'infrastructure indépendant, mais indépendant pas uniquement que pour ses relations avec sa maison mère. Indépendant pour pouvoir aller se financer de façon autonome, d'être un vrai champion industriel performant qui a une capacité d'endettement ailleurs qu'au sein du groupe SNCF. Et je pense que c'est important. Cette indépendance, elle doit aussi se traduire dans sa gouvernance. Et on le voit bien aujourd'hui, il y a quand même des allers-retours entre SNCF Voyageurs, SNCF Réseau. Alors, il y a une commission déontologique qui d'ailleurs s'est prononcée il n'y a pas très longtemps encore contre un retour SNCF Voyageurs, enfin, ou SNCF, groupe SNCF, pardon. Et je pense que c'est important aussi d'arriver à ouvrir ce système, parce que ce système aujourd'hui, il est très auto-centré autour du groupe ferroviaire historique. Et comme Solène l'a souligné dans son discours d'introduction, tout le système a été créé par le groupe ferroviaire historique pour le groupe ferroviaire historique. Et pensons clairement qu'une sortie du gestionnaire d'infrastructure de ce groupe ferroviaire historique serait de nature à donner beaucoup plus d'indépendance et beaucoup plus de latitude au président de SNCF Réseau pour agir. Franck Dersin, sur cette question d'indépendance. Écoutez, il y a 4 tables rondes, j'ai vu. Hein. Oui. Libérer le voyageur, le fret, alors, le réseau, le fret, le matériel donc et le voyageur. Oui. Comment libérer nos camarades, en quelque sorte. Mais il manque une table ronde. Comment libérer le pognon? Eh oui. Mais on n'a pas invité Bercy, je crois. Vous avez invité le ministre tout à l'heure, mais le ministre des Transports, oui, évidemment. Mais je dirais, il est otage de Bercy. Hein. D'ailleurs, on l'a bien vu dans ses premières déclarations. Il a dit, maintenant, il va falloir vous démerder avec ce que vous avez. Or, on n'a pas assez. Je veux dire, le ferroviaire manque cruellement d'argent. Donc, oui, comment trouver du pognon ailleurs autrement? C'est là où il faut qu'on ait des idées. Alors, Mathieu, Mathieu, c'est le boulot, tu as le boulot le plus dangereux pratiquement en ce moment, quoi. Il y a une cible en permanence sur sa tête, Mathieu. Enfin, je ne sais pas comment l'apôtre Mathieu a été... je ne sais pas comment il est mort, mais ça a du mal finir, effectivement. Bon, mais c'est vrai, tu as un courage incroyable, Mathieu. Parce que tu as un réseau qui est vieux, 29 ans, enfin entre 29 et 37 ans selon les lieux, hein, l'un des plus vieux d'Europe. Pourtant, c'est toi qui demandes le plus de pognon hein, en péage. Tu es cher, tu es très cher. Hein, le fret, ils doivent le dire, mais moi, en tant que région, je trouve que tu es très cher. Mais pourquoi tu es très cher? Parce que si on se compare aux autres pays européens, nous avons l'État qui subventionne le moins. Donc forcément, il faut que tu trouves cet argent. Alors, et puis tu es un mec incroyable. Tu es un des rares en France à être capable de mettre 1,5 milliard d'argent public en plus en ce moment sur le réseau. Je veux dire, en ce moment, on est tous en train de piquer du pognon de public et toi, tu nous dis, je vais mettre 1,5 milliard d'euros. Enfin, je veux dire... C'est assez fantastique. Et le président de la SNCF a lui-même dit que, compte tenu du fait qu'il gagnait un peu de pognon, ça arrive, et bien, il était prêt à mettre 500 millions, à te faire un chèque à toi de 500 millions d'euros. Donc, le problème, il est là. Donc, il faut qu'on trouve de l'argent. Évidemment, l'univers du privé est une solution. Tu ne peux pas tout faire déjà avec ton personnel, parce que tu n'en as pas assez. Bon, il est aussi un peu cher. Tu vas te lancer bientôt dans des négociations salariales. Là aussi, Saint-Mathieu, bon courage. Donc, il faut véritablement trouver des idées
J'en ai quelques-unes qui feront bondir certains dans le privé d'ailleurs, puisque je pense qu'il faut aussi aller chercher le pognon dans le privé. Et les concessions autoroutières, il y a un vrai débat à avoir. Il y a un vrai débat à avoir là aujourd'hui. Quand on a autant besoin d'argent dans le transport public, qui est bon pour la planète, bon en termes d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on essaie de mettre un peu moins de pognon sur la route et un peu plus de pognon sur le réseau. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu des mots du ministre des Transports dans ses premiers discours. Il vient de rectifier. Il vient de rectifier un peu. Oui, mais je l'ai engueulé. Il m'a dit « Ah non, pas toi, Franck ». Bah si, justement. Mathieu Chabanel, sur deux choses. La question de l'indépendance et peut-être aborder aussi la question des péages que Franck Bersin évoquait. Sur l'indépendance. Oui, alors je suis pauvre, cher et avec une cible sur la tête. Donc, vous avez bien fait de venir. Mais je le vis bien. Sur l'indépendance d'abord, c'est un sujet sérieux et important. Moi, j'ai fait toute ma carrière à SNCF Réseau. Je n'ai jamais travaillé dans une entreprise ferroviaire. Donc je suis assez à l'aise sur cette question-là. Je note que, et dans le rapport de l'autorité de la concurrence, et dans le rapport et dans les travaux de l'ART, il est indiqué qu'aucune situation factuelle de défaut d'indépendance de SNCF Réseau ayant entraîné des distorsions de concurrence n'a été remontée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais je me réjouis quand même de ce constat préliminaire dans l'ensemble des travaux qui sont présentés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, il faut qu'on travaille sur le code de bonne conduite, il faut qu'on travaille sur la préservation des informations confidentielles, il faut qu'on travaille sur tous les mécanismes qui permettent de garantir l'indépendance de SNCF Réseau et de développer le ferroviaire, d'ouvrir la concurrence. Je pense quand même que quand on a signé des accords cadres avec un opérateur alternatif, n'ayant pas encore acheté son matériel roulant, mais pour le conforter, comme l'indiquait tout à l'heure Thibaut Verger, c'est des actes forts qui montrent bien l'indépendance de SNCF Réseau, donc on ne compte pas s'arrêter à ces premiers accords cadres, signés. Donc pour moi, l'indépendance, elle se démontre d'abord par les faits, par la pratique et par l'activité même de SNCF Réseau. Parce que moi, l'ouverture à la concurrence, j'en ai besoin. On parlait d'argent. La première ressource de SNCF Réseau, c'est qu'il y ait le plus de trains possible sur le réseau. Enfin, moi, ça ne me fait pas rire de demander de l'argent public tous les jours pour entretenir et pour développer le réseau. Si j'avais plus de recettes propres parce qu'il y a plus de trains qui circulent, je serais plus heureux, cher Franck. Et donc, plus il y a de trains sur le réseau, plus je suis heureux. Et donc, plus j'ai intérêt à ce qu'il y ait des acteurs qui fassent rouler des trains. Les régions jouent le jeu. Quand elles ouvrent à la concurrence, généralement, les économies qu'elles font, elles en réinvestissent une partie pour faire plus d'offres. Et dans le SLO, on voit bien que l'arrivée de nouveaux entrants permet le développement de l'offre. C'est Solène Garcin, je crois qu'il le disait tout à l'heure, le gâteau grossit. Donc SNCF Réseau, objectivement, est très motivé, pour des raisons matérielles, par le développement des trafics et donc par l'arrivée des nouveaux entrants. Sur le sujet des péages, Franck le disait, c'est un sujet politique. C'est un sujet de politique publique, au sens noble du terme. En France, on fait le choix de financer l'infrastructure pour une part importante par l'usager plutôt que par le contribuable national. C'est un choix de politique publique. Il y a d'autres pays où des choix différents ont été faits. Voilà, ce choix, il a une légitimité. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher des gens qui ont une capacité à payer du TGV? Pourquoi on le ferait payer par le contribuable, y compris des gens qui ne prennent jamais les trains à grande vitesse? C'est un choix politique. Ce n'est pas l'opérateur du réseau qui peut déterminer ce choix. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que si on diminuait massivement les péages sans compensation, comme tous nos péages vont dans l'entretien, la modernisation, le développement du réseau, c'est autant d'argent qui serait investi en moins dans le réseau. Donc nous, on ne peut pas mettre en œuvre, à l'instant T, sans aucune compensation d'argent public, une diminution massive des péages, parce que cet argent, il sert à rénover le réseau. Et en rénovant le réseau, alors dernier mot et dernier rebond, on fait travailler tout un écosystème. Je me réjouis que Patrick Jeantet, Igor Bilimov soient là. Je rappelle que quand SNCF Réseau investit 100 €
dans le réseau, c'est 80 € d'achat auprès d'une filière localisée à 97% en France. Donc l'argent qui est investi dans le réseau, ce n'est pas de l'argent qui est investi dans la masse salariale de SNCF Réseau. Sur les investissements, 80%, c'est des achats auprès de la filière industrielle. Et moi, je me réjouis qu'on ait monté et qu'on développe encore cet écosystème industriel qui, en plus, est implanté dans l'ensemble des territoires. Il n'est pas localisé sur l'Île-de-France ou sur une région. Il est implanté dans l'ensemble des territoires. Alors, avant de parler des transports combinés, très important également, juste peut-être, Alexandre, un mot sur cette question des péages. Très clairement, tant qu'on aura des péages aussi élevés, est-ce que les nouveaux entrants pourront s'installer ? C'est quand Saint-Mathieu rencontre John Maynard Keynes. La vraie question, c'est la performance, c'est toujours la performance. A contrario, alors les sillons voyageurs, enfin les péages voyageurs sont parmi les plus chers d'Europe en France. A contrario, les péages fret sont parmi les moins chers d'Europe. Mais je dirais, comme disait l'anglo-saxon, when you pay peanuts, you have monkeys. Et on a une vraie performance qui est mauvaise aujourd'hui, et particulièrement pour le transport combiné, qui a besoin d'une excellente performance parce qu'en concurrence frontale avec la route sur de la longue distance. Et donc il est très clair que si nous avons une meilleure performance, on sera amené à pouvoir payer plus cher nos sillons. Ça, c'est très clair. Sur la partie voyageur, il est évident que sur les services librement organisés, et notamment sur la grande vitesse, lorsque le sillon représente 40% du coût de la circulation, 40%, c'est extrêmement important. C'est sur un billet à 100 € entre Marseille et Paris, 40 € vont chez SNCF Réseau. C'est énorme, c'est énorme. Sur la performance, vous le disiez, du réseau et des sillons, elle est essentielle pour les transports combinés. C'est ce que nous explique Rémi Crochet, que l'on va entendre. Il est président du Groupement national des transports combinés et président directeur général de Froidcombi. On l'écoute. Le transport combiné est le secteur au jour d'aujourd'hui avec le plus gros potentiel de développement. Il représente à peu près 45% de l'activité fret en France actuellement. Mais pour vraiment qu'il puisse se développer, il faut que 3 éléments soient réunis. Donc nous avons la capacité, la qualité et les infrastructures. La capacité, c'est quoi? C'est le sillon. Et sans sillon, pas de train. On a d'importants doutes sur la capacité de SNCF Réseau à nous allouer l'ensemble des sillons demandés pour les développements sur les 5 à 10 ans à venir. Actuellement déjà, nous avons d'importants problèmes, soit sur des sillons non alloués, soit sur des horaires respectés qui ne sont pas conformes à la demande de nos clients. Ensuite, nous avons la qualité. La qualité, c'est quoi? C'est la circulation. Nos clients ne connaissent que la circulation. Parce que tout ce qui s'est passé en amont de la circulation pourrait être transparent, et tant mieux qu'on garde notre cuisine chez nous. Et aujourd'hui, on a encore trop d'aléas toutes les nuits, avec des dérangements d'installation, beaucoup de problèmes d'aiguillage ou autre. Et ça ne permet pas de massifier grandement ce transfert de la route vers le ferroviaire pour vraiment réaliser les développements que nous souhaitons sur les années à venir. Le troisième point, ce sont les terminaux. Aujourd'hui, on manque de terminaux. Les terminaux sont obsolètes. Donc, il faut rénover les terminaux. Il faut, si possible, les agrandir. Et il faut en créer. Sinon, il ne sera pas possible de développer le transport combiné en France dans les années à venir. Alexandre Gallo, le transport combiné, c'est là qu'il y a le plus fort potentiel de développement, comme le soulignait Rémi Crochet? D'abord, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a encore un très bel avenir pour le transport conventionnel en train massifié et en wagon isolé. Donc, mais le conventionnel demeure aussi extrêmement important. Le combiné, oui. Pourquoi? Parce que c'est la technique qui permet à un chargeur qui ne fait pas de ferroviaire aujourd'hui d'aller directement mettre sa marchandise sur un camion et puis ce camion de le mettre sur un train. Et donc, c'est une transposition immédiate. Maintenant, notre vrai problème aujourd'hui, c'est comment vendre cette offre de combiné, puisque certains transporteurs aujourd'hui, de façon historique, font du transport combiné, de plus en plus s'y intéressent, mais quand on est chargeur et qu'on n'a pas d'énormes volumes et qu'on n'est pas capable de mettre un train complet, la grosse difficulté, c'est d'arriver à trouver le bon conseil. Voilà. Alors, on parlera tout à l'heure du programme Remove, qui est un programme important, parce qu'il permet justement d'apporter ces précisions et ces éclaircissements, encore une fois, pour un chargeur qui ne sait pas faire. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Rémi Crochet sur les terminaux, parce que c'est important. C'est incompréhensible
incompréhensible. On a fait tout un travail, stratégie nationale de développement du fret ferroviaire. Il y a des ateliers locaux qui ont été mis en place où on a identifié des emprises. Il y a un préfet en Île-de-France qui s'est occupé de ce dossier, qui s'appelle le préfet Philiseau, qui a été mis en charge par l'État d'identifier les sites. Les sites ont été identifiés en Île-de-France. Ça fait maintenant un an et demi qu'on les connaît. Il n'y a toujours pas d'appel à manifestation d'intérêt qui a été émis. Et ça, c'est incompréhensible parce qu'on perd du temps, le besoin en terminaux. Je parle sous le contrôle d'Aurélien Barbet du GNTC, mais il y a besoin assez rapidement d'une quinzaine de terminaux en France. Voilà. Mathieu Chabanel, quelle est la stratégie de SNCF Réseau sur le transport combiné ? Non, alors je partage tout à fait ce que disait Alexandre sur l'intérêt du développement du transport combiné et ce que disait Rémi Crochet. Hein. On est conscient qu'on a sur le transport combiné une exigence de service qui est plus importante que sur le transport conventionnel en termes d'horaire et à laquelle il faut qu'on soit en rendez-vous. Alors les résultats s'améliorent d'année en année, pas encore au niveau attendu par les opérateurs, mais ils s'améliorent. La stratégie de SNCF Réseau, c'est d'accompagner la stratégie nationale en matière de développement du fret ferroviaire. Sur les terminaux de transport combiné, SNCF Réseau en a 15 sur 45 aujourd'hui et n'a pas vocation à construire les terminaux de demain. Il faut absolument qu'on attire des financements privés ou des financements publics privés, mais pas de SNCF Réseau sur les terminaux à venir. Sur les terminaux qui sont la propriété de SNCF Réseau, on a eu une politique active de remise en concurrence au cours des dernières années qui s'accompagne aussi de politiques de développement, c'est-à-dire qu'on cherche à remettre en concurrence pour moderniser ces terminaux, pour qu'ils puissent accueillir plus de trafic. Moi, je me réjouis qu'il y ait des terminaux qui s'étendent. Vénissieux, à la fin de cette année, sera un terminal plus grand qu'il n'était, etc. Valenton. Voilà, il y a tout un travail sur les terminaux de SNCF Réseau, mais là où je rejoins Alexandre, c'est qu'il faut une approche plus globale. Et moi, j'ai la conviction que sur ce créneau de marché, il y a moyen d'attirer des financements privés d'opérateurs. Alors, je vous propose d'écouter à nouveau Rémi Crochet qui rappelle l'importance de la fiabilité pour faire venir et garder les clients du ferroviaire. Que recherchent nos clients au jour d'aujourd'hui, c'est fiabilité, fiabilité, fiabilité. Il faut qu'on leur donne confiance dans le report modal. Absolument. Il faut qu'ils aient confiance dans le mode ferroviaire. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Si on veut massivement faire venir nos clients, il faut leur donner de la fiabilité et de la fiabilité. Autre grosse problématique, parce qu'il faut en parler, ce sont les conflits sociaux. Soit les conflits sociaux importants, comme celui des retraites, lors du premier trimestre 2023. Et ce qui est peut-être encore plus grave, les conflits sociaux locaux que nous avons assez régulièrement et qui nous pénalisent énormément dans la circulation de nos trains. Ceux qui sont sur le train sont capables d'en partir et d'aller refaire du mode routier, et ceux qui entendent à l'extérieur les médias ou autres, du coup, ne vont pas venir vers le mode ferroviaire. Voilà, manque de confiance des clients. Franck Dersin, vous vouliez réagir ? Oui, alors d'abord par rapport à ce que tu disais sur les terminaux, et tu te disais mais pourquoi ça n'avance pas ? Parce que j'ai eu aussi des réunions avec le préfet Philiseau il y a près de 3 ans déjà sur les sujets des futurs terminaux autour de la région parisienne, que ce soit pour le port du Havre ou pour le port de Dunkerque. C'est que maintenant les préfets sont bloqués par le problème du zéro artificialisation nette. Évidemment, puisque dès qu'il faut trouver un hectare de terrain aujourd'hui, il faut trouver des compensations et ça rend les choses absolument compliquées et surtout ça rallonge complètement les dossiers. Alors, je sais que l'État y travaille, mais je suis assez inquiet sur ce zéro artificialisation nette, que j'aurais préféré appeler zéro administration nette, mais ça, on est en France, donc ce n'est pas le cas. Alors, le monsieur nous dit de la fiabilité. Alors, pour avoir de la fiabilité, il faut un réseau en bon état. Sauf que comme on n'a pas un réseau en bon état, eh ben Mathieu, il est en train de le travailler aujourd'hui. Il fait beaucoup de travaux. Et comme il fait beaucoup de travaux, eh bien, évidemment, il y a beaucoup, je dirais, d'endroits où on ne peut plus passer, où on passe, je dirais, plus difficilement à des vitesses réduites. Et puis, il y a un élément dont on n'a pas parlé, mais qu'on peut percevoir depuis maintenant 2 à 3 ans et avec lesquels il va falloir vivre, ce sont maintenant les aléas climatiques. Les aléas climatiques sont énormes. Ils détruisent régulièrement, je dirais, le réseau, à des endroits où on ne s'y attendait pas, et partout. Moi,
Je l'ai vu dans ma région des Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais. On a eu des ballasts emportés par les inondations, mais on le voit bien aussi dans des zones, je dirais, un peu plus nivelées, comment une pluie torrentielle peut détruire, comment les tempêtes peuvent emporter les caténaires. Et tout ça ne fait que commencer, et ça vient rajouter, je dirais, à la dépense non prévue par SNCF Réseau, et sur laquelle il va falloir consacrer de plus en plus d'argent, et ça, c'est un réel souci. Alors, le temps passe très vite. En conclusion, avant de passer à une ou deux questions de la salle qu'on va prendre, le nouveau ministre délégué des Transports sera avec nous tout à l'heure. Mathieu Chabanel, qu'attendez-vous de ce nouveau ministre? Alexandre Gallo, je vous poserai aussi la question. Non, mais je pense qu'on a la chance d'avoir un ministre qui connaît très bien notre secteur. Alors après, Franck disait que je n'avais pas un métier facile. Je pense que le sien est largement plus compliqué. On sait que la France est aussi dans une situation budgétaire qui est compliquée, on ne peut pas le nier, donc on ne va pas arriver devant le ministre en lui disant qu'il faut dès demain débloquer des crédits infinis. Ce qu'on peut espérer, c'est travailler sur la visibilité à moyen terme. Je pense que le contrat de performance de SNCF Réseau peut être un bon outil pour cette visibilité qui nous permettra d'avoir une vision du réseau de demain, mais aussi une vision des travaux entre maintenant et le réseau de demain, et donc de donner de la visibilité à nos clients. Voilà, donc moi je pense que ça, c'est vraiment l'enjeu majeur. Comment on se donne dans une trajectoire qui sera ce qu'elle sera et qui sera raisonnable, qui sera, je l'espère, la plus importante possible pour les besoins de régénération du réseau, comment on se donne de la visibilité collectivement. Alexandre Gallo. Je vais laisser Franck dire des sous, mais moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il nous apporte de la transparence. De la transparence sur le système. Il y a un rapport de l'IGEDD qui a été émis sur les péages. On ne l'a toujours pas vu. Le contrat de performance État-Réseau, celui qui a été signé, le dernier qui a été signé, on ne l'a pas vu dans son intégralité. Et là, il y a un addendum, enfin tout au moins une mise à jour dans le cadre de ce même contrat qui est en train d'être rédigé. Pour l'instant, on n'en a absolument pas connaissance. Voilà. Il nous faut de la transparence parce qu'on doit absolument, en tant qu'alternative, être associé à ce débat. Franck Bersin, avant de passer aux questions, très rapidement. Oui, très rapidement. Écoutez, faisons le point sur l'argent dont on a besoin. Tout le monde se souvient des 100 milliards. Oui, on ne l'a jamais vu, on ne verra jamais, mais on en a parlé. Toujours est-il qu'il nous faut, si on veut rénover le réseau, il faut 10 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Ça fait 100 milliards. Il y a un très bon rapport au Sénat sur les ponts et les ouvrages d'art, qui sont routiers pour la plupart, parce que je pense que les ponts et ouvrages d'art ferroviaires sont très bien entretenus. Ils sont dans un très mauvais état. Il faut, dans les 10 ans à venir, 100 milliards. On est à 200 milliards. Les Sermes, il faut 35 milliards tout de suite. Et pour pouvoir se brancher, nos voitures et nos camions, il faut investir, il faut 35 milliards. Pour les 10 ans à venir, voilà, il y a déjà une addition, il faut 270 milliards d'euros. Or, effectivement, le ministre, ça ne va pas être facile pour lui, puisqu'on vient de lui dire même qu'il fallait qu'il fasse avec moins d'argent. Donc, quand on a moins d'argent, il faut, c'est ce qu'on disait toujours, il faut trouver des idées. Voilà, on n'a pas de pétrole, on a des idées, on n'a pas d'argent, il nous faut des idées. Eh bien, c'est cela que le ministre va devoir trouver, des idées. Mais je lui dirais qu'on est absolument prêts, les uns et les autres ici, à lui en fournir un certain nombre. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Alors, il y a même beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir toutes les prendre, je pense. Un micro va passer. Merci beaucoup. Olivier Jacquin, sénateur de Meurthe-et-Moselle. Une question courte pour Mathieu Chabanel. Nous sommes là devant un immense service public qui est un réseau ferroviaire national. Actuellement, quand il y a des transferts de propriété de ce réseau national, c'est vous seul qui décidez. Et le parlementaire que je suis n'est pas satisfait de la situation. Et ma question, c'est la suivante. Quelle instance, et je précise démocratique,
devrait décider des mouvements du réseau ferroviaire national. Et je me permets un court commentaire. Comme Franck, je travaille sur la fin des concessions autoroutières et je vais attendre le 3e ministre tout à l'heure qui va nous dire qu'il va lancer la réflexion sur le sujet. On a besoin de plus qu'une réflexion. Il y a une source de financement assez considérable là-dessus. Et la fin de mon commentaire, c'est pour faire le constat 5 ans après le nouveau pacte ferroviaire qu'il y a des imperfections considérables. Vous dites « libérons le ferroviaire ». Je pense qu'il faut mieux le réguler. La plus grosse des bizarreries de ce nouveau pacte ferroviaire, c'est que seul l'opérateur historique contribue financièrement par ses dividendes au financement du réseau. Je vous remercie. Une réponse très rapide sur les transferts de propriété prévus par l'article 172 de la loi d'orientation sur les mobilités. C'est le ministre qui décide, ce n'est pas SNCF Réseau. Nous, on se contente de donner un avis sur ces transferts de propriété qui sont demandés par les autorités organisatrices des mobilités, qu'elles soient régionales ou métropolitaines. Mais c'est le ministre qui décide. Voilà. Donc c'est le dispositif législatif tel qu'il est en vigueur aujourd'hui. Une autre question, on va en prendre une deuxième. Bonjour, David Haydock, International Railway Journal. Il y a 20 ans, en 2020, j'étais invité à voir le nouveau train pour la région centre à Orléans. Et un collègue est venu de Paris et il était sidéré qu'il n'y avait pas de train pour venir de Paris à Orléans entre 9h et 17h. C'était parce qu'on était en train de faire des travaux. Alors, M. Gallo a dit que c'est incroyable qu'on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Alors, comment vous pouvez justifier que pendant plusieurs années, la section entre Étampes et Orléans était fermée au trafic pendant la journée. Il n'y avait pas de train de voyageurs et bien sûr pas de train de marchandises. C'est une ligne qui a au moins 3 voies de bout en bout, parfois 4 voies. Et vous êtes obligé de fermer complètement cette ligne pour faire les travaux après des années de travaux avant. Je ne comprends pas. Alors, on ne va peut-être pas entrer dans une discussion trop technique sur la ligne entre Étampes et Orléans. Les travaux qu'on a fait en 2020, c'était des travaux de signalisation. On a refait l'ensemble du système de signalisation de cette ligne en faisant les travaux de jour de nouveau pour préserver le fret. Et là, il faut finir l'opération en refaisant l'ensemble de la voie. Et donc, ce sera la dernière opération de ces travaux entre Étampes et Orléans. Mais la réfection de la voie a été différée depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Et donc, si on ne fait pas ces travaux l'année prochaine, on va aboutir dans une situation où, sur un axe majeur, et pour le fret et pour les voyageurs, on serait contraint de mettre des limitations de vitesse. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour passer à la deuxième table ronde. Merci à tous les 3 de votre participation.